faire le job. Et j'ai commencé de façon un peu coquine en cliquant sur la barre de recherche du Métabio, en écrivant dans quel sens faut-il s'y prendre. Et j'ai fait rechercher, il n'y avait pas de réponse, donc j'en ai conclu qu'on pouvait essayer de la manière qu'on voulait ou qu'on pouvait. Je vais faire un tour ou un retour sur les 10 années de recherche, action participative qu'on a faites depuis 2013, en vous illustrant ce que les changements d'échelle ont apporté, ont exigé et ont posé comme question. Euh, avec bientôt 300 vignerons, les acteurs liés à la viticulture que j'ai rencontrés dans ces 10 années, deux points importants. Le premier, souvent, on est critiqué quand on est chercheur INRA et qu'on va sur le terrain. C'est parfois dur. Il y a souvent toujours la même question dont j'avais fait un tampon quand j'étais président, un vrai tampon sérieux. Mais que fait l'INRA? Et tous ces gens, la première chose qu'ils attendent quand ils nous voient, en tout cas c'est pour ce qui nous concerne les gens de mon équipe, ils attendent qu'on fasse des expériences dans leur champ ou dans leur vigne. Et on imagine bien que c'est complètement impossible pour des raisons d'échelle, justement. Mais surtout, et c'est ça que je vais essayer d'illustrer au travers de ce topo également, surtout parce que souvent, à partir d'une problématique, les gens pensent avoir trouvé la question par laquelle il faut rentrer, et c'est à chaque fois la mauvaise question. Et souvent, il y a une confusion entre la problématique et la question. Je continue sur cette chose importante pour moi. Souvent, la façon avec laquelle les acteurs du terrain et les chercheurs traduisent en question une problématique sont finalement des chemins de divergence et d'opposition, des visions du monde, des visions scientifiques, des visions disciplinaires, ou des visions de l'agriculture, ou des expériences d'agriculteurs ou de vignerons, qui sont différentes. Et en fait, en transformant une problématique en question, on construit un désaccord majeur entre les gens. Et ce qu'on a fait sur ces 10 années avec cette méthode de recherche-action participative, c'est justement reprendre les problématiques et instruire ces désaccords et ces dissensus pour qu'on arrive à construire avec tous les gens un consensus partiel sur une question. Et à chaque fois qu'on avait réussi à construire un consensus sur une question, ensuite on a instruit la question sur le terrain, dans le labo, avec tous les gens. Donc ça, c'est une démarche qui est, en tout cas pour le domaine de la biologie, assez différente. Ce ne sont plus les gens du labo qui posent les questions, mais c'est un collectif qui pose les questions, c'est un collectif qui instruit la question, c'est un collectif qui produit les données, c'est un collectif qui tire une conclusion, un énoncé consensus à partir de ces données, et c'est un collectif qui coécrit des fiches agrotechniques et qui coécrit des articles scientifiques qu'on publie ensemble en tant que co-auteurs. Diapo suivante. Alors, une des spécificités de notre méthode de recherche-action participative, c'est son cadre épistémologique. Donc, épistémologie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la fois une étude critique des sciences et des disciplines. En clair, on s'intéresse à comment on produit une connaissance. Et à partir du moment où on commence à réfléchir à cette question, il y a une dimension philosophique. C'est pourquoi on essaye de produire des connaissances par ce schéma-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas les produire par un autre chemin? Donc, quand on s'intéresse à l'épistémologie, on fixe un cadre. Et dans le cadre justement de notre méthode de recherche-action participative, on est allé vers des visions un peu plus ouvertes, notamment c'est ce qui est illustré sur les 3 lignes. Donc, toutes les diapos seront comme ça, avec 1 ou 2 photos et 3 lignes et un titre. En 3 étapes essentielles, on s'intéresse à ce que savent les gens. Je parle des paysans, au sens noble du terme, ou des vignerons, des associations, ou des techniciens, ou des conseillers. Et on leur demande de hiérarchiser la construction de leur savoir avec un gradient de couleur qui est illustré ici. Et ensuite, tout de suite, on essaye de les faire en plénière interagir et interargumenter à l'échelle collective. Et comme ça, on va pouvoir illustrer les dissensus et en même temps trouver que ceux pour qui c'était catastrophique, telle étape, donc ils l'ont illustré en rouge, eh bien, dans la salle, il y en a un ou une
qui a une fiche verte pour exactement cette problématique. Donc, c'est le début de la construction d'un collectif, d'une pensée collective. Et puis après, comme une respiration, on va, vous me voyez là en photo, là c'était cet automne à Irouléguy, au sud-ouest. Eh bien, on va dans des entretiens individuels où on s'intéresse au parcours de vie pour le cas des vignerons, comment ils ont construit leur exploitation, comment ils décident leur pratique viticole, comment ils apprennent, comment ils critiquent, à la fois à l'échelle globale et en même temps à l'échelle de leur famille. Et donc, à partir de ces trois leviers de questionnement qui sont une partie de la méthode, on arrive à produire un corpus de discours sur la diapo suivante qu'on a analysé avec des outils mathématiques que s'appelle la textométrie. Et là, sur le premier graphique qui est entouré de vert, c'est Vest, ça veut dire Vestalten, le village à côté de chez moi. Et ce qu'on voit, c'est dans ces genres de graphiques, il y a une proportionnalité entre la fréquence d'utilisation d'un mot et la taille de sa police. Et puis, les branches que vous voyez liées à ces mots sont les fréquences de colliaison entre ces mots et ces grands mots. Donc, c'est l'organisation d'un discours. Et à Vestalten, eh bien, ce qui était important pour eux, c'était les enherbements. Voilà. Donc, la première conclusion qu'on voit dans cette analyse de discours, c'est que nous, on est sortis d'un labo qui étudie la biologie moléculaire, la physiologie de la vigne et ses défenses. Et puis, on allait chez ces gens-là, et puis, ils avaient envie de parler d'autre chose et de faire autre chose. Ce qui est un choc sûrement bénéfique. Donc, la conclusion de ce genre, diapo suivante, merci, c'est qu'on se rend compte que le groupe a une priorisation de problématiques complètement différente de celle des chercheurs. Et que, en l'occurrence, sur ce groupe-là, ils étaient déjà assez structurés dans leur discours avec, vous l'avez vu, des mots saillants, notamment celui des enherbements. Et en fait, derrière ces enherbements, ils voulaient arrêter les désherbants. Donc, pour nous, quelles ont été les conséquences? J'ai parlé de changement d'échelle et de changement de discipline. Attendez, j'ai cliqué sur un mauvais bouton, pardon. C'est devenu tout petit. Excusez-moi. Eh bien, on a dû chercher d'autres disciplines, des botanistes, des phytosociologues, pour étudier la flore qui existe dans leur vigne et puis essayer de comprendre comment on pouvait arrêter les désherbants. Fallait-il travailler la vigne ou mettre en place des enherbements? Et on a fait les deux. Et ce qui est intéressant en termes de transformation d'échelle, c'est que ce projet a amené tous les vignerons, c'est-à-dire 25 qui étaient dans le groupe, en moins de 3 ans, après 45 ans de désherbant, à tout arrêter. Et puis, au-delà d'eux-mêmes, ils ont transformé, attendez, je regarde où je suis, au-delà d'eux-mêmes, en fait, ils ont donné envie à d'autres gens dans le village d'arrêter les désherbants. Donc, on a commencé avec 25 vignerons, 30 vignerons, et finalement, c'est plus de 200 hectares sur les 300 du domaine de Vestalten qui sont en zéro désherbant depuis maintenant 4 à 5 ans. Donc, sans le glyphosate, c'est possible, même dans des vignobles en pente. C'est ça la conclusion que je tirerai, à condition qu'on leur donne envie. Donc, il y a vraiment une transformation du vignoble à grande échelle. En fait, le changement d'échelle, c'est pas nous qui l'avons initié, c'est les vignerons en s'engageant dans un projet, en le mettant en œuvre et en obtenant des résultats. Diapo suivante. Voilà. Je reviens vers cette diapo des discours. Et on va s'intéresser à la période complète. Et si on regarde, entre le moment, le T0, où il y avait l'enherbement, et Vestalten 3, c'est-à-dire la 4e année, sur 10 ans, on voit que les mots qui sont saillants ont changé. Il y a des nouveaux mots qui sont apparus, dont biodynamie, conventionnelle, bio. Les questions ne sont plus seulement des traitements comme spraying, mais aussi des questions de millésime. On reviendra là-dessus après. Et puis en lien avec biodynamie et conventionnel, il y a eu un besoin de comprendre les pratiques et d'expliquer et de s'engager dans des projets.
Où on en est dans cette histoire, ce que je veux dire par là, c'est que dans un projet de recherche-action participatif, les gens, finalement, parce qu'ils sont partie prenante de ces projets, changent de discours, changent de forme de raisonnement et dans le fond, vont au-delà de la première problématique qu'on a étudiée pour aller vers des problématiques plus globales. Et notamment, deux des vignerons qui sont dans le groupe sont devenus vice-présidents dans les plus grandes caves de viticole d'Alsace et ont monté depuis des projets visant à amener 800 vignerons à aller vers la viticulture bio. Donc on a un changement d'échelle humaine et un changement d'échelle territoriale qui sont induits par le projet. Sur la diapo suivante, je vais aborder la problématique de la santé de la vigne. Donc ça, c'est à quoi ressemble notre méthode de travail avec 7 étapes, chacune très bien identifiée. Et quand ça coince à la 3, ça veut dire que la 2 n'a pas été bien faite. Et tout démarre avec une problématique qu'il faut transformer pour amener à un consensus sur une question. Et sur la santé de la vigne, la question c'était est-ce qu'il y a une influence des conduites viticoles conventionnelles, biologiques, biodynamiques sur la santé de la vigne, sur comment elle se défend face aux maladies, mais aussi face au climat. Et on a fait un tour d'Argonautes jusqu'à la 7e étape, c'est-à-dire jusqu'à la co-rédaction d'articles, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, dans des revues dont ils sont co-auteurs. Diapo suivante. Dominique, s'il te plaît. Où elle est? On est sur la diapo suivante. Pardon. Oui, c'est ça. Alors, je disais tout à l'heure que lorsqu'on a l'ensemble des données qui ont été produites, on élabore ensemble un consensus sur la conclusion qu'on va tirer. Et la conclusion, elle a été qu'il y a une influence des conduites viticoles sur les défenses de la vigne, tout particulièrement les systèmes d'immunité chez les vignes conduites en biodynamie sont à la fois à des niveaux plus élevés et en plus plus réactifs au stress du climat et au stress des maladies qu'en conduite conventionnelle. Et au même moment, en fait, on construit ce consensus, a émergé une nouvelle question venant du collectif. La question était à tomber par terre, tellement c'est simple. Mais alors, si on s'engage dans un changement de pratique de conventionnel vers bio ou de bio vers biodynamie, ou quel que le changement de pratique que ce soit, quand est-ce que les systèmes de défense vont changer? En creux, c'est on demande 3 ans pour obtenir une labellisation bio et 1 an de plus pour Déméter, mais sur quelle base? Et donc, ce qu'on a vu en plénière, là, c'est que lorsque le consensus pour cette nouvelle question est apparu, on était bloqué parce qu'il fallait trouver des gens qui avaient envie de changer de pratique viticole pour pouvoir instruire la question. Et spontanément, des gens qu'on avait invités, c'est-à-dire les 2 tiers qui étaient à l'atelier, se sont dit, ben moi, je suis intéressé pour aller dans un projet de recherche participative avec vous, et moi, je vais changer. Donc, il y a des gens qui sont allés vers la bio, des gens qui sont allés vers la biodynamie, et puis il y a un nombre assez certain de vignerons qui étaient en conventionnel depuis 45 ans qui ont dit, nous, on ne veut pas de bio et on ne veut pas de biodynamie, on ne veut pas de label. On veut reconcevoir nos pratiques en faisant notre marché sur les savoirs de la science et les savoirs des vignerons. Et donc, on a instruit ce projet et il est en cours. Donc, ce que je voulais illustrer ici, c'est que finalement, sans le savoir, la démarche participative qui amène jusqu'à construire des consensus sur des données qu'on a produites ensemble amène à une autre question, et cette question produit un changement d'échelle d'abord humain. Il y a plus d'humains qui ont envie de travailler avec nous. Et incidemment, comme ils ont des parcelles, ça augmente la surface, et j'imagine que quand on pense changement d'échelle, la conclusion, c'est aussi un changement humain et aussi un changement d'échelle. On va à la diapo suivante. J'espère que je ne vous ai pas perdu, pardon. Et puis là, de l'autre côté de la ligne des Vosges pour vous, eh bien, il y a l'Alsace, la Suisse et l'Allemagne. Et là, je reprends encore une fois un exemple des discours. Même méthode, mais finalement, à notre initiative, on a changé de dimension, d'échelle. Et on va regarder, on retrouve chez les Alsaciens du Sud
et les Allemands qui sont MUT, c'est Muttenz, et Muttenz c'est la Suisse et Tulle c'est les Allemands, et West c'est les Suisses, les Alsaciens du Sud et DLV les Alsaciens du Nord. On voit un mot commun encerclé en bleu, le travail. La vigne, c'est dur, c'est un travail, c'est énorme. Ce qu'on voit après, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que Vestalten était déjà mobilisé collectivement sur la question des enherbements. Ce qu'on voit en en Suisse, c'est la question très surprenante de la commercialisation des vins et des variétés résistantes aux maladies. Des variétés résistantes aux maladies de vignes qui font objet de création variétale depuis 30 ans, et il y a une nouvelle génération qui vient de l'IDRAM et d'autres instituts dans le monde. Et leur question, par exemple, là, c'était on a envie d'y aller, mais laquelle on doit prendre et sur quelle base, et quels sont les enjeux économiques si on fait autre chose que du pinot noir ou du Gewürztraminer. En Allemagne, c'est des changements d'échelle qui sont plutôt liés à des choses globales, presque philosophiques, qui prennent en compte la dimension de l'agriculture, de l'écologie, du paysage, landscape, du paysage. Donc il y a une réflexion très méta chez les Allemands, très loin du technique, et qui prend aussi en compte des questions de contraintes entre les industries, les gens qui veulent habiter sur la colline où on cultive les vignes, et tout en haut, la zone Natura 2000, et tout ça, c'était une zone de combat pour nous lorsqu'on y est arrivé. Et puis, à Dambach-la-Ville, tout en haut, on retrouve le mot travail. Et quand je les ai rencontrés, ces gens, ils nous ont dit, le sol, pour nous, c'est hyper important parce qu'on a des sols granitiques très filtrants. Donc, il faudrait qu'on fasse un projet là-dessus. Il faudrait qu'on fasse un projet là-dessus. Donc, la question était déjà faite. Et quand on regarde le discours avec plus de 25 vignerons, le mot sol n'est pas spécialement dominant et il n'y a pas de discours organisé autour. Diapo suivante. Ce que je voulais illustrer en disant ça, c'est finalement le changement d'échelle quand on va au tri national. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a des spécificités locales, pédoclimatiques, mais aussi philosophiques et sociales, et que si on se pointe, entre guillemets, avec un projet d'implémentation de telle ou telle conduite viticole mieux disante au niveau environnemental, ça sera l'échec garanti. Okay, ce qu'il nous dit, c'est que souvent, quand ils sont sur des problématiques, leur argumentation, elle est souvent dans le registre des doubles contraintes. On voudrait, mais on ne peut pas. Et ce que ça dit aussi, c'est que les signaux, à l'instar du signal sur le sol, que tous les vignerons partagent, en fait, en faisant des analyses scientifiques comme ça, on se rend compte que on en parle, mais c'est pas si organisé que ça dans la réflexion et dans le discours. Et du coup, je pense qu'on a fait émerger quelque chose qui semblait pour la vigneron dominant, mais qu'en fait était presque un signal faible, la question des sols. Ce que ça nous a amené à faire, c'est à mobiliser à nouveau des nouvelles disciplines, là en sciences du sol et en sciences de l'éducation et de la formation, pour construire avec eux des modules de formation et pour arriver à des questions de recherche qui permettent de vraiment savoir s'ils veulent travailler sur les sols, pourquoi et comment. Donc, le changement d'échelle amène encore une fois vers des nouvelles questions. On va finir le voyage en allant à l'échelle de toute la France, sur la diapo d'après. Que je retrouve. Voilà, ça c'est la carte de tous les vignobles de France. On a eu la chance, enfin, en 10 ans de recherche, d'avoir un financement sérieux de Ecophyto pour étudier une question importante qui est celle de l'usage des préparations naturelles préoccupantes, souvent à base de végétaux, mais pas seulement, des minéraux, pour essayer de baisser l'utilisation des produits phytosanitaires et protéger quand même la vigne, soit des maladies, soit du climat, soit des deux. Donc là, on est vraiment dans le registre que j'avais dit lors de l'introduction, à savoir que lorsqu'on a commencé à rencontrer ces vignerons, on était en Aquitaine, en Champagne, aux Côtes-du-Rhône et en Irouléguy, là en bas, en violet. À chaque fois, ils nous ont dit, comme je vous l'avais dit au début, nous, on voudrait que vous fassiez des expériences dans nos vignes. Voilà. Et finalement, on est en train de leur montrer pourquoi je ne veux pas. Je vous l'ai dit sur un plan théorique et en même temps sur le plan de l'expérience, avec
300 vignerons que j'ai déjà rencontrés ou que nous avons déjà rencontrés, on identifie des signaux forts. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un signal fort dans notre cas? C'est qu'en se concentrant sur une préparation, dont je ne dirai pas le nom, on s'est rendu compte qu'il y avait 15 protocoles différents et 7 principes actifs invoqués. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est important pour cette préparation naturelle préoccupante, je prise en exemple, mais on voit bien qu'il y a aussi quelque chose qui fragilise énormément pour l'engagement vers la bio, vers l'utilisation des PNPP, parce que c'est flou tout ça. C'est pas du tout clair. 15 protocoles différents. Un seul thermomètre avec 80 vitis pour dire je fais une tisane ou je fais une décoction. Un thermomètre. Donc soit on le regarde de façon critique, moi je le regarde de façon comme un trésor, parce que c'est une ressource, parce que il y a certainement des choses qui fonctionnent là-dedans. Il faut faire le tri, il faut faire le tri, et que la question n'est pas de savoir si la prêle ou l'ortie a un effet sur un des principes actifs et un effet sur les défenses lavines, mais d'abord de se mettre d'accord sur des protocoles et ensuite sur pourquoi on applique ces protocoles et à quel moment. Pour instruire cette complexité, en fait, on a de nouveau besoin d'aller chercher des nouvelles disciplines et des nouvelles expertises. Là, on fait appel à une société privée qui est spécialiste et qui, dans une bouteille de Gewürztraminer, vous trouve 800 arômes en donnant le nom de ces 800 arômes et leur teneur. Voilà. Donc, je redis, ils voulaient tous qu'on fasse des essais. Maintenant, ils ont compris que ce qu'on doit faire, c'est d'abord faire le tri et qu'ensuite, peut-être, on construira une question. Et puis, il y a aussi des signaux ultra faibles, comme un murmure d'une femme qu'on a rencontrée, c'était la 80e en partant de Gaillac, il y a 3 semaines. Et on découvre qu'elle a des pratiques qui sont complètement différentes de tout le monde, avec une philosophie de la pratique qui est tellement modeste et en même temps qui tient sur ses pieds quand elle court dans ses vignes. Et ça, c'est un trésor pour instruire soit des questions masquées qui à l'échelle des 250 vignerons qu'on va rencontrer au bout, soit de sortir avec une vraie question. Est-ce qu'elle a raison dans ce qu'elle fait? Voilà. Et ça on peut trouver ce genre de choses. C'est un trésor. Hein. C'est la première fois que je trouve un trésor comme ça. C'est un trésor parce qu'on va sur le terrain, parce qu'on a changé d'échelle et parce qu'on a une démarche de recherche participative. Il me reste 2 diapositives. Donc, on va à la suivante. Dominique. Attends, je vois où est-ce qu'elle est, Dominique. Oui, tu es sur la suivante. Voilà. Merci. Donc, je vous ai retracé trop vite, mais bon, 10 ans de recherche-action participative en essayant de voir en quoi ça résonnait avec le changement d'échelle. J'aurais la faiblesse de penser que le changement d'échelle n'est pas un objectif, pas une cible, pas un espace d'implémentation, mais plutôt un levier de transformation des raisonnements, un moyen de capitaliser une connaissance masquée, des raisonnements qui sont complètement masqués. Et ça me renforce encore plus, ça nous renforce encore plus dans l'idée qu'il faut bien d'abord construire une question collectivement et que dans cette identification, dans cette précision consensuelle de la question, en fait, on construit la mobilisation des gens pour aller faire les transformations. J'ai essayé de l'illustrer ici avec ce graphique où, de manière générale, qu'on soit en mono, disciplinaire, interdisciplinaire ou multidisciplinaire, ça va toujours des disciplines scientifiques vers la réalité, le sens de la flèche, la question, alors que je pense que ce que je vous ai illustré, c'est plutôt la complexité, et j'y mets Frédéric, le vigneron, au milieu de tout ça, qui interroge les disciplines scientifiques, qui interroge les expertises, qui interroge tout le monde, pas seulement la recherche, et que c'est un papier qui sortira avant Noël, j'espère, dans NSS, sur une définition de la transdisciplinarité, dans le sens où quand c'est la réalité du terrain, dans sa complexité qui interroge, elle force les disciplines à transformer leurs relations et parfois même à se transformer elles-mêmes. En allant dans ces changements d'échelle, il y a aussi des échelles masquées qu'on découvre.
Donc, les échelles masquées, c'est quand vous avez une ONG dans un groupe de travail, et ben, l'ONG, elle a un rayonnement qui est national, parfois même européen. Donc, il nous donne accès, dans un sens comme dans l'autre, à des échelles complètement plus grandes que celles qu'on avait prévues. Et puis, il y a aussi des conseillers, c'est ce qu'on appelle le collège invisible, des gens qui sont influents dans la viticulture et qui donnent des conseils en biologie, en vitibio ou en biodynamie. Troisième et dernière. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi à faire ça. Enfin, je voulais vous faire réfléchir à l'idée que les changements d'échelle, ils étaient à la fois disciplinaires et territoriaux, et qu'on aboutissait à transformer en fait les pratiques de recherche et transformer les pratiques agricoles. Si vous avez lu Bruno Latour, on pourrait presque dire que le changement d'échelle ou l'échelle devient un acteur non humain. C'est lui qu'il faut écouter pour essayer de comprendre comment instruire une question, poser la question et avancer. On en arrive là, je pense, parce qu'on a un cadre épistémologique, ce que j'avais défini au début, et un cadre de recherche participative. On pose des questions, je pense, qui sont plus proches de la complexité. Du coup, toute la phase d'implémentation des connaissances sur le terrain n'est plus un problème, ça devient caduque puisqu'on transforme le terrain, les pratiques viticoles, en même temps qu'on instruit les questions au fur et à mesure que les connaissances émergent et sont construites ensemble. Je fais encore deux phrases. Je dirais qu'on se rend compte aussi de choses qui sont un peu surprenantes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les vignerons veulent reconcevoir leurs pratiques, mais ils ne veulent pas de labellisation, ni bio et Déméter, et ça commence à devenir vraiment fréquent sur tous les vignerons qu'on est en train de rencontrer à l'échelle de la France. Ils veulent plus de labellisation ni bio ou Déméter. Par contre, si on regarde leurs pratiques qu'on a dans le détail sur les 5 dernières années, ils sont plus qu'au taquet du bio, voire de Déméter. Ça, c'est aucun souci. Ils font même mieux, beaucoup mieux. Voilà. Et ce livre que j'ai pris comme illustration de Tim Ingold, Tu marches avec les dragons, c'est pour en fait illustrer le fait que quand on part dans ce genre de projet en essayant de marcher avec les vignerons, pour le coup, nous nous sommes rendus compte en fait qu'on savait presque rien, qu'il fallait toujours chercher d'autres gens, d'autres disciplines, d'autres façons de penser, d'autres conseillers, d'autres vignerons pour aborder la question. Et puis, pour ce qui me concerne en tant que chercheur, ben, j'ai été amené à lire des choses que je lisais jamais avant, Batson, Thomas Kuhn, Edgar Morin, Gaston Bachelard, Bruno Latour, Tim Ingold et plus. Et puis, je me suis mis à chercher qui en biologie, parce que j'ai pas parlé beaucoup de biologie, alors qu'il y a de la biologie comme une trame totale dans ce projet. Ben, on pourrait penser à Mendel pour la génétique, mais peut-être des gens que vous connaissez moins, Lamarck pour l'influence de l'environnement sur le génome des plantes, ou David Bolcombe sur tout un monde qui a été découvert il y a 25 ans sur des petits ARN. Donc rien à voir avec l'ADN, des petits ARN qui font tout, et qu'aujourd'hui on a découvert qu'ils avaient un rôle chez l'homme pour la régulation de sa santé. Et je m'arrête là, j'espère ne pas vous avoir perdu.